Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on va vers une capitulation de marché, ou c'est-à-dire est-ce qu'on va baisser, ou alors est-ce qu'on va vers un relief rally, c'est-à-dire tout simplement un rebond technique à minima, ou quelque chose qui fait respirer un petit peu le marché. On passe en partage d'écran, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement comme d'habitude, c'est-à-dire que pour les personnes qui peuvent apprécier ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et mettre un like et un commentaire. J'ai que 10% des gens qui regardent mes vidéos qui mettent des likes, et du coup bon, ça vous prend 3 secondes. Moi, la chaîne n'a rien à vendre, donc ça serait vraiment sympa de le faire, si jamais vous appréciez le contenu, bien sûr, ne soyons pas hypocrites. Donc du coup, ici, on est toujours sur le prix du BTC. Vous voyez ce bisou ici qui avait cassé vers le haut, qui nous avait donné un faux signal et qui désormais est en train de casser vers le bas. Pour le moment, la grosse running en rouge là, qui en fait tient depuis le point bas de cet été, qui est plus ou moins toujours valide, c'est-à-dire qu'on rebondit ici à l'instant T sur ce support. Et que vous voyez que c'est pour ça que moi je garde souvent mes points, mes résistances toujours valides, parce qu'elles sont toujours valides dans le temps. Pour le moment, on latéralise ici sur ce point là qui est la résistance des 36 400. Donc du coup, on va ici aujourd'hui s'intéresser un petit peu au on-chain, à la santé on-chain du BTC, et puis également aux news à venir, qu'elles puissent être bonnes ou pas. Voilà, je vais vous donner simplement une analyse rapide de cette bougie-là et celle-ci. Cette bougie-là, pour moi, elle est intervenue principalement sur le fait que on a eu des très mauvaises news du côté de la Banque d'Angleterre, qui a remonté ses taux aussi et qui nous annonce une inflation à 10%. Les marchés américains regardent beaucoup la City, ils regardent pas beaucoup la Banque Centrale Européenne. De toute façon, les taux de la BCE sont à 0% depuis 2016, mais ils regardent un petit peu quand même ce qui se passe du côté de la City, donc la Banque de Londres, la Bourse de Londres. Et là, en l'occurrence, ça a été un petit peu un signal de dire oula, le reste du monde passe risk-off aussi, donc attention. C'est une explication comme une autre. Moi, personnellement, j'aime bien mettre en face de chaque bougie une explication, une news. Donc du coup, c'est ce que j'ai mis pour celle-ci. J'ai un graphique de news sur lequel je reporte un petit peu toutes les bougies et quelles sont les news, vous voyez, qui sont sorties, et comment j'analyse toutes les bougies. Ça me permet de revenir dans le temps et de comprendre quels ont été les mouvements en fonction de quelles news. Ensuite ici, aujourd'hui, on a eu des nouvelles plutôt bonnes pour le marché du travail américain. Et ça, en fait, vous vous rappelez que j'avais analysé que malheureusement ça serait plutôt pas mal pour Bitcoin d'avoir de mauvaises nouvelles au sujet du marché du travail, puisque ça aurait pu adoucir encore plus la politique de Powell. Là en l'occurrence elles sont bonnes, donc moi j'identifie ces nouvelles comme plutôt mauvaises pour la politique monétaire. Néanmoins elles sont très bonnes pour l'économie, puisque ça permet de dire que potentiellement on n'est pas dans un contexte réellement récessif, puisque le marché du travail se porte en tout cas lui plutôt bien. Vous comprenez aussi hier qu'on a eu une info sur la demande, c'est-à-dire que les commerces en ligne ont publié des très mauvais earnings. Commerce en ligne, j'entends par là eBay, Etsy, etc. Enfin, toutes ces sociétés qui sont cotées en bourse et qui font du commerce en ligne. Ils ont publié des très mauvais earnings, donc du coup, ça nous signale que la demande est en train de ralentir. Potentiellement, bien entendu, accompagné par ce non-accès au crédit que propose la Fed petit à petit dans le temps. Les Américains vivent beaucoup à crédit, et donc du coup ils ont une aversion au crédit qui est complètement différente que celle qu'on peut avoir en Europe et notamment d'ailleurs en Angleterre. Mais voilà, on va pas faire toute la vidéo là-dessus, mais voilà, je vous donne quand même les raisons pour lesquelles moi j'analyse ces deux bougies. Ensuite, on va aller voir du côté de Twitter, on va aller voir du côté du Fear and Greed, tiens. Le Fear and Greed, vous voyez que là c'est la courbe du BTC par rapport au Fear and Greed, et vous comprenez ici qu'on est à nouveau rentré dans l'extrême Fear, on est à 22, et que pour quelqu'un qui fait du DCA, c'est globalement des très bons points d'achat. Moi personnellement, j'ai déjà payé ce niveau, donc du coup je vais pas le repayer à nouveau, c'est pas du tout l'idée. L'idée, moi, c'est de lisser mon prix, donc j'ai pas à repayer ce niveau à nouveau, tout simplement juste parce qu'on y retourne. J'ai des ordres d'achat qui attendent plus bas en cas de scénario bear. Les scénarios bear, c'est quoi? C'est tout simplement
ce type de scénario, c'est-à-dire on a fait 3 fois ici où on passait sous la 200 SMA et où on a fait derrière un moins 50% supplémentaire. Donc là, en l'occurrence, ça nous ramènerait le prix autour de 18 000 $. Voilà, moi j'ai des ordres d'achat plutôt à 28 et 24. Si jamais on retourne à 18, bien entendu, enfin si jamais on retourne à 24, je me poserai la question éventuellement de mettre un ordre à 18 également. Voilà, vous comprenez quand même qu'on est bien entendu ici sur des niveaux où on peut aller dans les deux sens puisque le marché est relativement incertain. Maintenant, on va regarder, donc je vous ai montré le Fear and Greed et je vous ai dit que c'était tout à fait un niveau où il était possible ici de faire du DCA. On va regarder maintenant ici la santé on-chain et ça c'est la last active, la supply last active 1 plus year ago, c'est-à-dire les bitcoins qui ne bougent pas depuis 1 an et vous comprenez ici qu'on est à un ATH, donc ça c'est très bon, c'est une très bonne nouvelle, j'en parle souvent sur la chaîne et à chaque fois qu'on est à un ATH pour les coins qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an, vous voyez qu'en général il s'ensuit un rallye haussier. Donc ça c'est important à comprendre. On-chain, le marché est très bien. Ici cette charte de Kelly Kellam qui nous dit qu'on est pile au milieu du range dans les bandes de macro trend, pile au milieu du range, juste au pile poil entre le point de contrôle des bulls et le point de contrôle des bears. C'est-à-dire, vous comprenez l'indécision actuelle, on est très exactement entre les deux. Pour l'instant, on est légèrement sous le point de contrôle des bears, mais vous comprenez que ça ne veut pas dire que ces niveaux sont perdus. En tout cas, ça veut dire que tout simplement, voilà, c'est intéressant à regarder que vraiment, il y a pas énormément de signaux qui peuvent nous dire où va aller le marché. Ça, c'est le NUPL des long-term holders. Si je vous montre le NUPL sur Glassnode, vous allez comprendre un petit peu mieux. Ça, c'est les gens qui n'ont pas vendu leur Bitcoin. Est-ce qu'ils sont tout simplement en gain ou en perte? Ici, on est sur une médiane à peu près. C'est-à-dire que on est sur une zone de optimisme ou anxiété. En l'occurrence, là, je pense que c'est plutôt anxiété. Mais vous voyez que on est en train de diminuer et petit à petit d'aller vers le orange potentiellement, qui sera soit l'espoir, soit la peur. Et en l'occurrence, quand on diminue, c'est plutôt la peur. Mais du côté des long-term holders, et c'est la donnée que nous donne Kelly Kellam, qui a lui l'abonnement Glassnode qui va bien. On est totalement dans l'optimisme encore, on est même sur l'autre niveau qui s'appelle le belief, voilà, on est toujours dans la croyance du côté des long-term holders. Tout simplement, les long-term holders sont les coins qui n'ont pas bougé depuis plus de 5 mois à minima, donc du coup ceux qui ont acheté sur plus que les 5 derniers mois, vous comprenez que ici ils sont potentiellement sur des niveaux plus intéressants que ceux qui ont acheté, on va dire, il y a 3 ou 4 mois, ou voilà, ceux qui ont acheté, bien entendu, avant cette baisse. Donc voilà, vous comprenez ici que, pour le coup, la santé du réseau on-chain est très bonne, et du côté des long-term holders, on a toujours, il n'y a rien qui remet en cause les éléments dont je vous parle assez souvent sur la chaîne, et qui sont importants à comprendre que on-chain, la santé du réseau, est très bonne. Ici, on va aller voir à l'inverse, ça c'est le prix réalisé, c'est-à-dire les bitcoins qui sont vendus à l'instant T, à combien ils ont été achetés, et est-ce qu'ils sont revendus à perte. Et là, vous voyez qu'on a une petite capitulation sur ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'on a eu 2 épisodes de capitulation importants. C'était ceux de mai et juin. Et ici, bien entendu, le 4 décembre et bien entendu également le 21 janvier, qui ont été 2 épisodes de capitulation majeure. Voilà. Est-ce qu'on aura besoin d'en faire encore une ou pas? C'est à vous de vous faire une idée. Moi, je vous montre les outils et puis ensuite, c'est à vous de vous faire un petit peu une idée là-dessus. Le trend score d'accumulation qui repasse dans le orange ici, donc ça veut dire qu'on recommence à passer sur des niveaux d'accumulation autour de 0,5. Quand on est dans le violet, ça veut dire qu'il y a une très forte accumulation. Quand on est dans le jaune, on n'est pas du tout accumulé. Et quand on est au milieu, eh ben, on est dans le orange comme actuellement. Ensuite, la dormance, et ça je vous en parle souvent, la dormance est à des niveaux vraiment très faibles, et ça, enfin des niveaux très forts en fait, plus ou moins, c'est-à-dire que tout simplement, ça revient à ce que je vous disais un petit peu sur les coins qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an, etc. C'est un petit peu la même chose. Ici, le réserve risque qui correspond plutôt à du sentiment, le réserve risque, vous voyez que ça veut dire, le sentiment, le réserve risque, ça veut dire, est-ce que le risque de réserve, c'est, si le prix baisse et que le réserve risque diminue aussi, ça veut dire que les long-term holders n'ont pas d'aversion à acheter du Bitcoin à ce prix-là. Voilà, c'est ça. C'est un bon niveau pour les long-term holders pour acheter. Et on va le voir également sur les adresses à plus de 10 000 Bitcoin. Donc là, je sais pas pourquoi ça bug, mais on va retrouver ça ici. Voilà. Les adresses à plus de 10 000 Bitcoin qui sont en très forte accumulation depuis hier. Hein. Vous le comprenez ici, les adresses de plus de 10 000 Bitcoin sont fortement en train d'accumuler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas capituler à un moment, comme ça avait été le cas ici en 2017.
2017. Vous voyez qu'ici, le nombre d'adresses avait fortement diminué alors qu'on était sur une trend d'augmentation. Et ici, je pense qu'on est passé d'un prix de 6 000 $ à 3 000 $. Donc, on a fait ce fameux moins 50%. Voilà. Après, on n'avait pas ici des grosses... Si on avait une grosse parabole ici, sur ce dip-là, potentiellement, voilà, on pourrait être tout à fait dans cette config. Là, juste la donnée que je vous donne ici, c'est que les très gros accumulent très fortement. Par contre, on a les 1000 bitcoins qui sont légèrement en diminution ici. On a les 100 bitcoins, les adresses à plus de 100 bitcoins qui latéralisent, et les adresses à plus de 10 bitcoins qui sont légèrement en diminution aussi sur la journée d'hier. Voilà, ça c'était pour le on-chain. Ça me paraissait important de faire un point là-dessus. On a des choses, vous le voyez, bull, des choses bear. On a, voilà, en tout cas, pas mal d'informations au niveau de la santé du BTC. Donc ça, je vous l'ai montré aussi. Ça, je vous l'ai montré aussi très bien. Ça, on a fait le point sur Luna qui a racheté, je crois que je vous en ai parlé, 1,5 milliard de dollars aujourd'hui. Alors, on les voit pas apparaître ici sur leur adresse, mais c'est parce que ce deal s'est fait OTC, c'est-à-dire over the counter. Ça veut dire qu'ils ont acheté sous le manteau, donc ça n'agit pas sur les prix au niveau du spot, ça se fait sur le côté. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour sur ce que les news dont je voulais vous parler. Sachez que le 11 mai, on aura le CPI, c'est-à-dire le Consumer Price Index, c'est-à-dire le taux d'inflation pour le mois d'avril aux États-Unis. Donc le 11 mai à 14h30, on va avoir cette news qui va sortir, qui va être relativement importante pour savoir toujours ce que va faire Powell au prochain meeting. C'est plus ou moins quand même, ici vous comprenez la narration quand même du moment, même si au dernier meeting, il nous a quand même donné comme information qu'il allait monter de 0,5 sur les 2 prochains meetings. Donc il a été très clair dans sa communication et il a été très clair dans sa manière de voir les choses. Il a voulu enlever le côté incertain que pouvait avoir le marché là-dessus. Et pour moi, après ça, l'intention, elle est relativement haussière, bien entendu. Ce que fait le Bitcoin derrière, c'est du bruit. Voilà, pour moi, je le considère comme ça. Wall Street Journal, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ces infos sur le marché du travail américain qui se porte très bien. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la bougie, on a un marché du travail américain qui se porte vraiment bien. Ensuite, on a ici cet article sur MarketWatch qui nous fait, si vous avez l'occasion d'aller le voir, un petit peu si jamais on rentrait en bear market, un bear market c'est moins 20%. Pour l'instant, on est à moins 15%. Un bear market, c'est moins 20% sur S&P, sur les gros indices, Nasdaq, etc. Si jamais on rentrait dans un bear market, il nous donne des statistiques sur les 19 derniers bear market, de combien ont chuté les prix en fonction des événements, etc. et combien ont duré ces bear markets. Les bear markets durent en moyenne 289 jours, c'est ce qui a été sorti de cette étude de la Bank of America. Et globalement, l'analyse de la Bank of America, c'est de dire que le S&P pourrait aller à 3000 et le Nasdaq à 10 000. Donc ça, je vous laisse faire le point sur les charts et tout ça, on va pas passer trop de temps là-dessus aujourd'hui, mais je trouve que cet article est intéressant, donc je voulais vous le partager. Donc Consumer Price Index pour le 11 mai, ici on a les NFT qui marchent très bien en termes de vente du côté de Bitcoin.com à la une, et ces infos sur le marché du travail américain à la une de CoinDesk. On a donc fait le on-chain, on a fait les news et on a regardé l'action de prix. On va aller faire maintenant le sentiment. Le sentiment, alors sur le carnet d'ordre, pas grand chose, si ce n'est, j'avais remarqué, voilà, ce gros point d'achat à 35 550 de 1000 bitcoins. Donc ça, c'est important de le comprendre, ça veut dire que le prix aura des bonnes chances ici de s'arrêter là, ou en tout cas, il faudra filer 1000 bitcoins si on veut descendre. J'avais vu un ordre aussi au 35 tout pile, où là on a 100, 200, 35 000, 423 bitcoins de plus qui vont être achetés aux 35 000 si jamais on devait refaire un dip à partir de là. Donc voilà, ça c'est des niveaux quand même importants où le prix devrait latéraliser, ne serait-ce que sur ces sommes-là, avant de pouvoir filer vers le bas. Aujourd'hui, donc ça c'est pas, si on regarde aujourd'hui là, aujourd'hui le bitcoin a clôturé les options à 9h du matin à 36 300 $, donc on a laissé gagner ces 2 strikes de put, c'est-à-dire 1256 bitcoins et 1380 bitcoins. Donc ces personnes-là, vous le comprenez, avaient pris un contrat qui leur permettait d'acheter le bitcoin moins cher si jamais il atteignait ce prix-là, et ça a été le cas. Donc on a laissé gagner ici 2 niveaux d'options. La prochaine grosse clôture d'options, elle se trouvera le
13 mai, on aura toujours un max pain price à 39 000 et on a un niveau d'open interest qui est relativement faible à 8 386 bitcoins. Ici, on aura un gros niveau d'open interest pour la fin du mois. Le max pain price sera autour des 40. Vous voyez on n'a vraiment pas grand chose ici entre les 39 et les 43. Donc, on pourrait vraiment se trouver ici dans cette zone sans vraiment toucher de gros strikes pour le moment. Voilà, c'est ce que ça peut nous dire pour la fin du mois, c'est-à-dire un retour aux 40 000. On va revenir ici sur le 13, on va garder le 13. Le ratio put-call est plutôt cohérent, 1,07. On est plutôt des gens qui jouent ici Bitcoin à la baisse. Ensuite, on regarde ici les altcoins qui sont plutôt shortés, encore que c'est plutôt qu'on a nettoyé tous les longs ici, donc il reste un funding négatif avec personne qui ne veut rien faire. Donc sur les altcoins, c'est plutôt, on va dire, l'attentisme total. Il n'y a pas de tendance claire. Personne ne veut rentrer en ce moment sur le marché. Ensuite, on a ici les marchés en levier. Alors, je vous ai déjà fait les niveaux, comme ça on va un petit peu plus vite. Tout simplement, vous voyez qu'ici, on a eu une augmentation du nombre de contrats. Bon, là, on a bien entendu tellement descendu qu'on a nettoyé littéralement le funding. Et ça, donc ça, c'est un long squeeze. Vous comprenez que le nombre de contrats qui se clôturent ici sont des liquidations. Ici, on réaugmente le nombre de contrats. Donc, ça veut dire qu'en funding négatif, il y a eu des ouvertures et je vous ai mis ce point-là à prendre. Ensuite, le funding est remonté. Ici, mais on a pris tous ces niveaux par la suite. Donc là, si je vous mettais tous les niveaux, ils seraient pris un par un. Et le dernier niveau potentiel ici à prendre sur une remontée du funding qui se trouve là, donc oui, c'est ça, on est au bon endroit, ça serait les 35 658. Donc, les deux gros niveaux à prendre pour la journée, c'est les 37 020 et les 35 658. On va aller regarder sur iBlock pourquoi on a autant d'attentisme et pourquoi là ici le funding est quasi nul. Pourquoi voilà le marché ici est vraiment ne trouve pas une direction claire. Personnellement, moi j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus de shorters pendant beaucoup plus longtemps. Ça m'aurait plu, mais c'est pas le cas. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe exactement. iBlock, vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus dans les positions fraîches, en tout cas de shorter que de longueur. Ici, c'est normal, puisqu'on en a liquidé un paquet, donc c'est tout à fait normal. Ah, mince, là il m'a fait une connerie lui. Comment je peux reset ça? Je sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave, on va refresh. Liquidation. Ok, autant pour moi, du coup, mauvaise manip. Hop, Binance, tier 2, tac. Donc du coup, oui, on a eu deux grosses positions qui se sont ouvertes en même temps. C'est-à-dire qu'ici, on a une position qui a été ouverte à 277 millions de dollars et une position en même temps qui s'est ouverte à 400 millions de dollars, l'une en face de l'autre. C'est ça qui a fait que le funding s'est relativement annihilé. On aurait pensé que sur ce dip-là, il y aurait une tendance claire et pourtant, ça n'a pas trop été le cas. Depuis, on a eu beaucoup plus de shorters que de longueurs, vous le comprenez ici. Si jamais le prix devrait aller chercher les derniers longueurs retardataires ici, on a une position à 100 millions ici à venir chercher autour des 34,5 par là. Vous voyez que la value, elle est plutôt ici, là. Voilà, 34,7 exactement. Et si jamais on devait short squeezer tout ça, on aurait de la valeur, là vous comprenez, on la voit ici, jusqu'aux 40 500. C'est ce que nous dit iBlock en tout cas. Ensuite sur Kingfisher, hop, on va plutôt l'ouvrir comme ça, voilà. Sur Kingfisher, il nous dit à peu près la même chose, c'est-à-dire si on devait short squeezer, on irait aux 40 000 quelque chose, 40 200. Si on doit long squeezer, on irait jusqu'au 34,8 pour lui. Voilà, la mèche fraîche ici du moment, elle est là pour moi. Ces mèches-là, on va dire que c'est pas les niveaux du moment, voilà, c'est pas les niveaux forcément à aller chercher. On sait qu'on a du longueur en x3 ici, on sait qu'on a du longueur un petit peu dans tous les sens avec des prix à l'abri bien en dessous, bien entendu, mais il y a un moment où on peut pas traiter non plus toutes les liquidations d'un coup. C'est comme si je vous disais là, oui, on va, parce qu'il y a du monde là, on va remonter aux 50 000 $. Pour le moment, il faut regarder vraiment qu'est-ce qui est près du prix, et ça c'est frais pour moi, c'est des nouvelles mèches, donc je considère plutôt ce qui s'est passé dans les 5 derniers jours que ce qui s'est passé dans l'année dernière. Voilà.
Voilà, on a fait le tour du sentiment. On va maintenant aller voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de l'action de prix. Vous comprenez ici que la running depuis cet été nous donne quand même un choix de support. Donc moi personnellement, si je devais donner une action de prix, je tablerais plutôt ici sur, si on se met en 1 heure, vous allez comprendre un petit peu l'histoire, sur un nouveau barre inversé, c'est-à-dire le prix fait ça, et puis ensuite on revient ici chasser les stops au-dessus de ce point-là. Néanmoins, pour être sûr de ça, potentiellement même venir retoucher ici, faire le throwback pour redescendre ou passer au travers. Ça, c'est la grande question à laquelle avec tous les outils que je vous donne, à laquelle je vous laisse répondre. Pour l'instant, moi, je peux vous donner potentiellement ce que j'estime que le prix pourrait plutôt faire dans les jours prochains en fonction du sentiment, du fondat et des liquidités, des poches de liquidités. Donc voilà un petit peu pour cette analyse. Moi, c'est ce que je vois pour le moment. Alors bien entendu, il y a d'autres scénarios, hein. Les autres scénarios, c'est quoi? C'est tout simplement ici, on ne fait pas ce petit rebond là éventuellement, ou alors on touche à peine cette résistance, c'est-à-dire les 37,5, et derrière on perd la running. Ça, c'est tout à fait un scénario qui pourrait tenir, et c'est pour ça que je vous engage à avoir des points d'achat dessous. Ici, on a comme autre scénario possible, à l'inverse, un mouvement très violent vers le haut pour juste vraiment renettoyer tout ce qui est en train de rentrer là. Pour moi, j'aurais bien aimé avoir plus de shorters, c'est-à-dire que pour avoir vraiment un mouvement très puissant, voilà, pour le moment, je pense que ce mouvement pourrait s'arrêter là, déjà dans un premier temps, ou juste au-dessus. Pour avoir vraiment un mouvement très puissant, j'aurais bien aimé avoir plus de shorters ici, c'est-à-dire, voilà, que ici, qu'on ait plus de rouge, tout simplement dans le funding. Après, bon, on a atteint des niveaux en funding qui étaient proches des niveaux de cet été, hein. Si je vous montre en daily, voilà, vous allez comprendre. Hop, hop. Et on va regarder que le funding là ici. Vous comprenez que c'est le plus fort niveau de funding en termes de à quel point on était bas depuis le 21 septembre 2021 et on a atteint des niveaux qui étaient quasiment les niveaux de la capitulation du mois de mai. D'accord ? Ça ne veut pas dire que, et là vous le voyez, peut-être que là on a fait un moment très long dans le funding négatif, peut-être qu'il faut qu'on accumule encore plus de shorters si on veut vraiment partir en short squeeze. Pour le moment, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la demande institutionnelle, puisqu'elle est risk-off. Donc du coup, s'il devait y avoir un rebond énorme, il devrait se faire par de la liquidité, vous le comprenez. On a du monde à venir chercher là sur ces niveaux-là, on a du monde à leur faire clôturer les contrats, venir chercher leur stop, etc. Mais si le niveau est pas suffisant pour que les market makers appuient sur le bouton, et ben ça veut dire qu'on devra avoir le même mouvement. Là, on n'avait pas de demande institutionnelle encore, hein. Il faut le comprendre. Ici, la demande institutionnelle, elle n'est pas revenue pour autant. La demande des retail, elle est un petit peu revenue, mais la demande institutionnelle, elle n'était pas encore sur le retour là. Les institutionnels, ils étaient déjà sortis de ce truc-là bien avant. Alors bien évidemment, il y a des bitcoins spéculatifs dans tout ça, et c'est pour ça que le bitcoin suit en ce moment beaucoup les indices boursiers, tout simplement. Mais il faut comprendre ici qu'il n'y avait pas de grand retour de la demande institutionnelle, et que c'était plutôt une chasse à la liquidité. Tout ça n'était qu'un short squeeze, en fait. Ce mouvement-là a été un premier short squeeze. Ensuite, on est redescendu et on a accumulé encore du short, et là on est revenu chercher tout simplement les autres. Ici on a été trop longué, vous voyez les niveaux de funding qui augmentent et l'open interest qui augmente, le funding augmente énormément et l'open interest augmente énormément. Il y avait trop de longueur, il y avait du monde à venir chercher en bas, on l'a fait et on l'a fait jusqu'au dernier. Alors je dis pas que le dernier c'est aujourd'hui, hein, mais vous comprenez ici l'idée. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai donné l'action de prix, je vous ai donné toutes les news, je pense que je voulais vous donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va s'en tenir à Bitcoin pour le moment et on va s'en tenir tout simplement aux données beaucoup on-chain et voilà, à tous les éléments qu'on peut voir qui peuvent être en faveur d'une perte de self-running et d'une capitulation ou pas. Comprenez bien ici aussi que, hop, on va faire comme ça plutôt, tac. Pour le moment, pour moi, si je me mets en daily, j'ai toujours cette divergence haussière qui tient, qui appellerait plutôt à une latéralisation du prix qu'à une capitulation. Si jamais on perd ce niveau, par contre, là pour moi, ça sera un signal fort qu'on pourrait aller dans la zone des 28-24 à minima. C'est-à-dire ici, vous comprenez que
là on est en train de titiller des niveaux, là on a déjà perdu ce niveau-là. Si jamais on perd ici et que cette divergence-là s'annule, hein, du coup qu'on n'a pas cette divergence réellement, pour moi ça sera un fort signal alors que ici pareil en termes de momentum on commence, alors là il n'y a pas de trend, hein, du coup vous comprenez qu'on a déjà perdu tous ces niveaux là, donc on est plutôt ici bien entendu dans un momentum qui est dans les mains des bears, mais cette divergence là pour moi elle tient toujours. À quel moment elle va s'arrêter, c'est la grande question. Si jamais on fait un plus bas ici, c'est à dire que ce mouvement là que vous comprenez qui correspond à ce mouvement là de vente qui était très fort, si jamais on l'égale, c'est pas l'action de prix qui m'intéresse là ici, c'est la force du mouvement, un petit peu comme quand vous lancez un ballon par terre, est-ce qu'il rebondit plus fort la fois d'après, ou alors est-ce que ce truc va petit à petit s'arrêter, est-ce que les vendeurs s'essoufflent, c'est ça qu'on est en train de regarder ici. Le shop, vous le voyez, qui est en train de se recharger en daily, c'est normal puisque il est en train de se décharger légèrement là, mais il s'est rechargé, tout simplement on avait eu un mouvement haussier là qui déchargeait le chop et qui là en fait est venu s'annuler, c'est-à-dire que pour le moment, moi tout ça pour moi ça reste du bruit dans un range. Enfin, je le vois comme ça, c'est-à-dire, globalement, si je vous matérialise, c'est la running, quoi. C'est du bruit dans la running. Tant qu'on perd pas la running, pour moi, on n'est pas dans autre chose. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. On a un plan, il faut s'y tenir jusqu'à ce qu'on ait le signal que le plan n'est plus bon, ok ? Donc voilà pour moi, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications si ce type de contenu vous plaît. On essaye d'être relativement complet sur tout ce qu'on donne comme information et surtout de se mouiller, c'est-à-dire d'établir des scénarios privilégiés. L'idée ici c'est de trader des probabilités et de toute façon d'être d'accord avec son plan, puisque son plan fait partie d'un ensemble mathématique et mécanique de trading ou d'investissement. Donc à partir de là, l'idée c'est d'être complètement cohérent, et à partir du moment où vous avez un risk management qui est cohérent lui aussi, vous aurez de bons résultats. Avoir un risk management cohérent, c'est tout simplement sur des trades ou des investissements n'investir qu'une petite partie de son capital de trading et multiplier les trades dans le temps et juger sa performance sur un nombre de trades qui est à minima, on va dire un sample d'une vingtaine de trades. C'est pas parce que vous avez perdu un trade que vous êtes nul, ou c'est pas parce que vous avez gagné 3 trades à la suite que vous êtes très bon. Il faut mesurer votre performance sur des sessions de 20 trades à la suite, garder un journal et mesurer ces performances-là. Et à partir de là, si quelque chose cloche dans votre méthode de trading, la débriefer, débriefer tous les 20 trades, voir quel est le problème récurrent qui est le vôtre et le soigner comme il se doit dans la série de 20 trades suivants, ou en tout cas y prêter attention de manière à améliorer votre win rate, c'est-à-dire le nombre de trades gagnés. Ça vaut aussi pour l'investissement. Je trouve que l'investissement n'est que du trade, pour moi en l'occurrence sans stop loss et à plus long terme, mais ça reste du trading. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. N'oubliez pas de liker, et ensuite on fera aujourd'hui en commentaire à la con, c'est-à-dire les commentaires qui n'ont rien à voir. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire quel est votre insecte préféré. Voilà, c'est rien à voir, mais voilà. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci de m'avoir suivi. Salut.